Alors en fait, je vais vous parler de la crise et comment essayer de surmonter la crise à l'intérieur d'une équipe de football. Et je vais me baser sur deux enquêtes, notamment sur deux enquêtes que j'ai faites à partir d'entretiens qui se sont pour chacune déroulés sur au moins une année. Tout d'abord, avec 16 champions du monde ou champions olympiques, donc qui totalisaient une cinquantaine de médailles olympiques, ou de titres olympiques ou de titres mondiaux. Et cette étude, qui s'appelle le mental des champions, donc, était destinée à comprendre quels mécanismes étaient mis en œuvre pour gagner. Et dans cette étude, j'essaie de comprendre ce qui se passe à partir du moment où le jeune sportif entre pour la première fois sur un terrain de sport jusqu'au moment où il gravit la plus haute marche. J'ai poursuivi par un autre livre qui s'appelle Le mental des coachs, qui est toujours avec la même approche, c'est-à-dire sur la base d'entretiens répétés qui durent pendant une année, avec 24 coachs. Chacun de ces coachs, entraîneurs, avaient, pour la plupart, ont eu au moins un titre de champion olympique ou un titre de champion du monde. Leurs athlètes. Ou au moins, pour quelques-uns, mais très rares, ont au moins participé à des phases finales de championnat du monde. Donc, ils totalisent 250 titres olympiques et championnats du monde. Et mon enquête a consisté à d'abord travailler avec eux pendant plusieurs mois et avec leur autorisation, j'ai rencontré pour tous un de leurs athlètes, champion olympique ou champion du monde. Et j'ai débriefé avec eux avant de retourner vers les coachs. La question qui m'a paru intéressante était d'essayer de comprendre comment se noue cette relation, qu'est-ce qui fait que cela fonctionne et qui amène à une médaille, et qu'est-ce qui fait que cela dysfonctionne. Parce que même pour ces coachs qui ont eu tant de victoires, n'oubliez pas que la victoire suit forcément de nombreux échecs. Mais des échecs dont on arrive à sortir par le haut. Voilà, donc c'est de cela dont je vais vous parler ici. Alors, l'entraîneur de football est dans la tourmente. Si je vous pose la question, de qui s'agit-il lorsque l'on dit ceci ? Un brave type qui émet des soupirs, ou ceci, le retour du refoulé, ou ceci, c'est à se désespérer de tout et de lui. Est-ce que vous avez trouvé ? Allez-y. Le désenchanteur, allez-y. Du grand mémé qui accumule bourde sur bourde. Voilà. Et le grand mémé a été champion du monde. Ce qui est arrivé à l'entraîneur de l'équipe de France, l'équipe féminine d'ailleurs, qui fait partie du panel avec qui j'ai travaillé, Bruno Bini, et du même acabit, si ce n'est que ça s'est passé après. Et donc, un tir qui a été à 30 cm trop loin a fait que l'homme qui avait été classé dans le top 10 des entraîneurs de football FIFA, par la FIFA en 2010, l'homme qui a amené par 2 fois les filles de l'équipe de France aux phases finales de la Coupe du Monde, eh ben cet homme a été voué aux gémonies et traîné dans la boue. Et heureusement pour lui, il est actuellement entraîneur de l'équipe de chinoise féminine. Voilà. Alors, donc, l'entraîneur est dans la tourmente et parce qu'il a à gérer beaucoup de choses. D'abord, l'entraîneur est au milieu, c'est le E. Il y a un pointeur, j'aurais pu le demander avant. Non ? Bon, c'est pas grave. Si on peut en amener un, ça serait très bien, mais bon. Alors donc l'entraîneur est au centre. Bien, lui, il a à régler d'abord les contraintes qui viennent de l'équipe dirigeante, les supporters et les médias, son staff technique et les joueurs. Et il est là au milieu, et il va falloir qu'il s'organise avec tout ça. Donc, il va falloir qu'il maintienne un équilibre. Alors, juste une statistique, hein.
qui montre que plus de 50% des coachs sont sujets à un burn-out chronique. Alors, tout sport confondu, bien entendu. Coachs qui interviennent au niveau national et international. Parmi les facteurs que l'on appelle intrinsèques, qu'est-ce qui fait qu'un coach arrive à résister à la tourmente et ne pas être en burn-out? Il y a des dispositions personnelles qui sont l'estime de soi, avoir une bonne estime de soi, on va y revenir, une confiance en soi et résister à l'anxiété. Parmi les facteurs qui sont démobilisateurs, ces facteurs extrinsèques, ce qui va donc accabler le coach, il y a des contraintes et des demandes trop lourdes, peu d'autonomie, une organisation rigide, un manque de soutien professionnel, le manque d'estime par ses pairs, l'absence de gratification, un climat tendu dans l'équipe et la non-atteinte des objectifs. Bien, par rapport à tout cela, le coach, lui, va devoir choisir, s'organiser. Il faut qu'il soit à la fois entraîneur, coach, psychologue et manager. Alors, le problème est différent selon que l'on est dans une équipe qui a peu de moyens ou une équipe qui a d'énormes moyens. De toute façon, les problèmes ne sont pas moindres quand l'équipe a beaucoup de moyens, c'est-à-dire équipe nationale, parce que l'attente est beaucoup plus importante lorsque l'équipe a peu de moyens. Alors, Marc Lèvremont était le sélectionneur de l'équipe de rugby. Alors, j'ai oublié de vous dire, parmi les coachs avec qui je me suis entretenu, il n'y avait qu'un footballeur et une athlète footballeur, Bruno Bigny et Sandrine Soubeyran, qui est la capitaine de l'équipe, qui était la capitaine de l'équipe de France. Mais tous les autres étaient dans différents domaines et pour beaucoup étaient dans des sports collectifs. C'est pour ça que lorsqu'ils vont arriver là, ce sont des gens qui ont participé, mais pas forcément au football. Donc Marc Lèvremont est donc le sélectionneur qui a amené son équipe, l'équipe de France, jusqu'en finale donc, de la Coupe du Monde en Nouvelle-Zélande. Et il dit ceci: je me considère comme un coach-manager. Manager parce que je dirige un staff de 17 personnes que je responsabilise et à qui je délègue énormément. Coach dans l'analyse, la stratégie, l'organisation de la semaine, la mise en place de l'entraînement. De moins en moins entraîneur car je délègue cet aspect. Bon, donc on voit qu'à un haut niveau, les coachs vont devenir de moins en moins techniciens et de plus en plus managers de grosses structures. Et, pour une part fondamentale, manager d'hommes. Parce que le coach ne délègue pas à un psychologue, quel qu'il soit, ou un accompagnant, le soin de coacher mentalement son équipe. Allez-y. Même chose, même plus poussée, avec Claude Onesta. Claude Onesta dit, moi, au départ, j'étais très technicien. Et puis progressivement, depuis que j'ai commencé à travailler en réseau et en staff, je joue beaucoup plus un rôle de manager. Je n'ai pas délaissé la partie technique, mais je l'ai déléguée à d'autres pour me centrer sur les relations humaines. Donc la grande difficulté du coach, c'est qu'il va devoir maintenir un équilibre avec l'ensemble des personnes qui vont contribuer à faire avancer l'équipe. Et l'ensemble des personnes qui contribuent à faire avancer l'équipe sont source de tension et donc source de crise potentielle. Ce que j'ai appris au cours de cette enquête, c'est que très souvent, quand on essaye de comprendre pourquoi ça dysfonctionne, il y a souvent des éléments qui peuvent paraître anodins et qui, à un moment donné, vont commencer à crisper et à gripper le mécanisme. Et donc, ce que je vais essayer de faire dans cette communication, c'est de vous alerter sur ce qui peut être anodin, ce qui, en apparence, est de l'ordre du connu, mais qui pose véritablement problème quand on questionne les athlètes sur les causes du dysfonctionnement. Alors, d'abord, une des causes de dysfonctionnement importantes, avant de voir les mécanismes, c'est que le coach est quelqu'un qui est extrêmement solitaire. Solitaire pour quelques-uns, à haut niveau,
à avoir envisagé, alors qu'ils ont réussi par la suite, à envisager le suicide. Et pourquoi? Parce que le coach ne peut pas parler à son environnement. C'est ce que dit là, c'est ce que dit Patrice Ageloer. Patrice Ageloer, c'était le coach de Yannick Noah, et vraiment des grands joueurs de tennis français. Et c'est lui qui a quasiment formé l'esprit Coupe Davis. C'est lui qui a mis en place tout le dispositif pendant plus de 10 ans, de manière à ce qu'il y ait une équipe française qui soit capable de battre une équipe américaine qui, sur le papier, était bien meilleure qu'elle. Et donc, ce qu'il dit, à partir du moment où l'entraîneur travaille seul, il va se planter. Il a besoin de travailler au contact d'autres. Et donc, tout ce qui se passe, c'est que celui qui ne peut pas se confier à d'autres risque, s'il n'a pas les ressources nécessaires pour faire front, risque d'être abattu. Or, dans tous les milieux sportifs, notamment dans le milieu de football, le coach, l'entraîneur qui est en difficulté psychologique ne se confie pas. Ne se confie pas pour plusieurs raisons, parce qu'à l'intérieur de son club, un certain nombre de personnes lorgnent sur sa fonction, parce qu'il est en difficulté avec un certain nombre d'autres et qu'il n'est pas amené à s'exprimer. Or, c'est là une cause de difficulté importante. Dans le livre, j'ai tenu à travailler avec 2 entraîneurs qui ont été champions du monde, après avoir connu des difficultés, et qui, eux, ont fait appel à des coachs, non pas pour s'occuper de leurs athlètes, mais pour s'occuper d'eux. Et donc, vous lirez, si vous lisez le livre, vous verrez comment se passe cette relation qui est extrêmement subtile, extrêmement complexe, mais qui peut parfaitement marcher, fonctionner. Il y en a donc 2, dont un, allez-y, voilà, il s'agit de Jérôme David. Alors, Jérôme David était lui ancien international, entraîneur de l'équipe de France de voltige aérienne. Donc, quand on est dans les airs, il y a 4 personnes qui sautent en parachute et qui doivent se coordonner. Et il dit ceci: je travaillais à l'époque et depuis 3 ans avec l'équipe de France et notre route était barrée par l'équipe américaine. Je pensais que mon équipe avait le potentiel technique et humain pour y parvenir, mais il nous manquait de la confiance pour battre le grand fer américain que l'on connaissait bien et qui nous paraissait intouchable. Je me suis dit qu'il fallait tenter quelque chose et c'est la raison pour laquelle j'ai fait appel à quelqu'un d'extérieur. Et ce qu'il dit tout à la fin, c'est l'élément important auquel je ne m'attendais pas du tout et que l'intervention de Christian, il s'agit de Christian Target, de Christian sur moi-même a été fondamentale. Ceci a énormément contribué à la victoire. C'est-à-dire que quand on analyse ce qui se passe, le coach, une de ses principales fonctions a été de donner de confiance et de restaurer la confiance de l'entraîneur. Et c'est la confiance restaurée de l'entraîneur qui a rejailli sur ses athlètes. Or, la majeure partie des entraîneurs en difficulté ne se confient pas. Il y a pas mal d'exemples, y compris de ceux qui ont réussi, qui ont eu des titres par la suite de champion du monde ou champion olympique, qui sont dans la tourmente la plus absolue, mais qui ne peuvent rien faire. Il y en a un qui dit, qu'il y a un entraîneur de champion du monde de ski, qui dit « Moi, il ne me restait plus la nuit qu'à sortir et d'aller chialer et d'aller hurler parce que je ne pouvais en parler à personne. » Et ça, c'est quelque chose qui guide beaucoup d'entre vous. Alors, quand on essaye de comprendre comment ils s'en sont sortis et comment s'en sortent les meilleurs, d'abord, quelque chose qui paraît tout à fait banal, c'est que ceux qui arrivent à s'en sortir ont des valeurs. Et d'abord, des valeurs d'éducateurs.
et des valeurs éthiques. C'est exactement le même propos qui sont tenus par Daniel Costantini. Daniel Costantini, donc, est le premier entraîneur français qui a amené l'équipe de handball en Coupe du Monde, et qui dit « Ma vocation d'entraîneur tient à l'environnement dans lequel j'ai grandi et évolué auprès de professeurs de PS charismatiques. Je n'oublierai jamais que j'ai été au départ professeur de PS, parce que dans ma pratique de tous les jours, avec des sportifs de haut niveau, je reprends mes marques dès que ça va mal, et cela me rassure. » Dire que lorsque le système est en déséquilibre, il faut se raccrocher à quelque chose de stable. Et la seule chose qui soit stable, c'est les valeurs qu'a l'individu, si elles sont suffisamment ancrées. Ce que dit de la même façon Jacques Piacenta. Jacques Piacenta a eu X champions olympiques, dont Marie-Josée Pérec, dont Guy Dru, un des premiers champions olympiques de haie français, et qui a lui aussi été dans la tourmente, mais qui a su à chaque fois dire stop. Et c'est ce qu'il dit. Ce qui m'intéresse, c'est l'aventure humaine autant que l'aventure sportive. Je ne suis pas entraîneur, je suis éducateur. C'est une éthique. Ce qui fait l'importance d'une valeur, c'est que l'on est prêt à risquer pour elle. Je n'ai jamais regretté d'avoir cessé d'entraîner 3 stars médaillées et médiatisées parce que leur comportement me contraignait à multiplier les concessions à ces valeurs. Et c'est la raison pour laquelle il a notamment arrêté d'entraîner Marie-Josée Pérec. Alors les valeurs ne suffisent pas. Il faut avoir aussi des traits de personnalité. Et ça, c'est une constante. Le socle de ce qui permet de tenir dans la tourmente, c'est d'une part une bonne image de soi-même, une bonne estime de soi, qui n'est surtout pas de l'ego, mais une estime objective en soi-même et les valeurs que l'on porte, et de la confiance en soi. Ensuite, il y a la capacité, qui est toujours très difficile, de se remettre en question. Il est particulièrement analysé dans ce livre ce qui se passe chez certains après un échec douloureux. Par exemple, lorsque Daniel Costantini, qui a été médaillé olympique à Barcelone, remonte avec son équipe de Barjot aux Jeux olympiques suivants, et là, c'est absolument la catastrophe, bien, l'homme est au fond du trou. Essayez de voir sur quoi il peut bâtir sa renaissance, parce que c'est une renaissance, bien, c'est sa capacité de remise en question. On va y revenir tout à l'heure. Ensuite, le coach qui tient est celui qui est capable de prioriser, de mettre en priorité ses motivations intrinsèques. Qu'est-ce que sont les motivations intrinsèques? C'est les motivations profondes qui poussent un individu, s'accomplir. Je m'accomplis dans mon métier d'entraîneur. Je progresse. Le fait de progresser fait que l'on va chercher ailleurs de l'information, non pas pour la copier telle qu'elle, mais pour l'approprier et en faire quelque chose. Et enfin, un très fort intérêt pour l'activité. Et ce sont ceux qui minorent les motivations extrinsèques. Motivation intrinsèque, c'est tout ce qui concerne des renforcements symboliques. Matériel, l'argent, ou purement symbolique, le renforcement de l'ego. Tout, et ça c'est valable, j'y reviendrai, non seulement pour les entraîneurs, mais pour les joueurs bien sûr, et on va dire pour chacun d'entre nous. Lorsque celui qui est confronté à une activité très exigeante, qui le confronte à des contraintes extrêmes, une activité qui a pour l'individu une valeur existentielle, je dis bien existentielle, ceux qui s'investissent dans cette activité pour obtenir des renforcements narcissiques est quelqu'un qui est en déséquilibre potentiel permanent. Et dès qu'un échec peut survenir, c'est l'estime de soi qui en prend un coup, parce que c'est en relation avec cela, et l'individu va être complètement atteint. Autrement dit, parmi tous les coachs, quand on analyse leur façon
qu'ils ont eu de faire face à la crise, c'est de se raccrocher à leurs valeurs et de prioriser les motivations intrinsèques. Alors, renforcer l'estime de soi. Alors, pourquoi est-ce nécessaire ? Pourquoi ? Parce que si vous n'avez pas une bonne estime de vous-même, vous allez avoir tendance à biaiser la façon d'interpréter les résultats. Les résultats favorables, la victoire, comme les résultats défavorables, l'échec. C'est-à-dire que celui qui a une bonne estime de soi va assumer un échec. Il ne va pas s'auto-flageller, mais il assumera sa part de responsabilité dans l'échec. Et il sera capable d'analyser objectivement cet échec, puisque l'échec ne remet pas en cause dans son ego profond. L'échec, dans le meilleur des cas, met en cause sa capacité à faire son métier, capacité qu'il peut améliorer. De la même façon, ce coach va nier sa propre responsabilité dans l'échec et va l'attribuer à ses joueurs. C'est l'effet inverse qui va se produire en cas de succès. En cas de succès, le coach va s'attribuer les raisons du succès en minimisant la part de ses athlètes. D'énormes dissensions se jouent sur des choses aussi subtiles et aussi simples que ça. Il y a des médailles olympiques qui se gagnent ou des championnats du monde qui se gagnent ou qui se perdent sur des choses aussi infimes que cela. Quand on étudie, j'ai là un champion olympique français de tir à l'arc et son coach, quand on étudie les raisons pour lesquelles ce champion olympique n'est plus capable, va galérer pendant 10 ans qui suivent derrière, ne plus être capable de reproduire son exploit, eh bien, ce sont des choses de ce type-là qui se produisent. Parce qu'on se retrouve en présence d'un coach qui, pour des raisons personnelles, que j'analyse, mais dans lesquelles je ne peux pas rentrer dans le détail, pour des raisons personnelles, va avoir besoin de se sécuriser. Besoin de se sécuriser en satisfaisant son ego, y compris en s'attribuant les mérites de l'athlète. C'est ce qui se passe lorsqu'un coach veut être champion par procuration. C'est le cas de beaucoup de coachs qui n'ont pas été au haut niveau ou qui l'ont été et qui veulent continuer à l'être par le biais de leurs joueurs interposés. C'est bon jusqu'à une certaine valeur, mais si le coach n'arrive pas à se distancier par rapport à l'athlète, c'est la catastrophe dès que le premier échec intervient. J'ai analysé comment Tony Estanguet, le cas de Tony Estanguet est tout à fait remarquable. Voilà quelqu'un qui a 2 titres olympiques, 2 titres olympiques, qui part pour le 3e, qui échoue d'une manière invraisemblable pour des raisons de coaching et qui arrive à se remettre en selle. Et bon, ce qui est intéressant, c'est de savoir quels processus mentaux il met en œuvre pour se remettre en selle. Et c'est dans ces mécanismes aussi simples que l'on comprend la raison d'une perte d'une Olympiade qui est complètement loupée. Et au bout du compte, il a 3 médailles olympiques dans sa discipline. Oui, allez-y. Donc à partir de cela, la personnalité du coach et son système de valeurs va faire qu'il va adopter un style de coaching. Ça, ce sont des choses qui sont connues. Il y a des coachs qui sont plutôt techniciens et qui sont orientés vers l'activité, qui ont tendance à nier complètement la part du mental et la part du psychisme. On le voit notamment dans certaines activités plus que d'autres. On le voit beaucoup en judo. Et alors vous me direz, écoutez, la France est précisément un sport où ça fonctionne très bien.
Donc, vous voyez que c'est le contre-exemple. Mais tout ça pour vous dire que c'est fonction donc, des activités. Le football n'est pas très ouvert à tout ce qui est l'environnement psychologique. Et à partir de là, on a 3 styles de comportement. Des styles de comportement autocratiques, je vais y venir, c'est-à-dire quelqu'un qui a une façon très directoriale, et voire dictatoriale de diriger son équipe, c'est-à-dire pas droit à la parole, c'est le fonctionnement de type commando. Si on monte au front, le chef d'état-major, il n'a pas à prendre en compte les détails de ses troupes. Il faut qu'il aille, il faut qu'il entraîne. Ça, c'est la méthode commando. Mais la méthode commando ne tient pas au fil du temps. Elle tient que sur certains coups très précis. Il peut être participatif ou il peut être délégatif. Participatif, il va amener à participer, ou délégatif, il va déléguer. Autrement dit, il y a une relation entre le style et la personnalité de l'individu. Cela, on n'y peut que peu de choses. Si l'on n'a pas été informé de cela, c'est la personnalité et son système de valeurs qui fait que l'on est plutôt un coach qu'un autre. Après, il y a les influences que l'on peut avoir, qui peuvent vous orienter. Et puis, il y a la connaissance de ces mécanismes qui amènent l'individu à se remettre en cause. Alors, style participatif, et au plus haut niveau, c'est Claude Onesta. Vas-y. Je suis naturellement enclin à écouter et à me servir de ce que pensent les autres, sans pour autant laisser à quelqu'un d'autre la responsabilité de la décision. Vous voyez bien, donc, ce caractère collégial, mais attention, participatif ne veut pas dire délégatif. Il n'y en a qu'un qui prend la responsabilité et qui assume la responsabilité. Et là, ce qui est extrêmement difficile à faire, c'est-à-dire à la fois de s'entourer et d'être capable de prendre des décisions. J'écoute beaucoup, mais je prends la décision, mais avant, j'essaye toujours d'avoir le retour des autres et leur propre vision. Après, il se pose des questions sur, là aussi, le pourquoi il a été comme ça. Vous trouverez ça si vous lisez le livre. Alors, ça produit quoi? Par exemple, Jérôme Fernandez, capitaine de l'équipe de France, qui a travaillé avec Claude et qui a travaillé avec Costantini, mais avec Claude, voilà ce qu'il en dit. Ce mode de coaching participatif consiste à nous laisser les clés du camion pour nous responsabiliser et fait que nous sommes en partie responsables de notre propre projet. Ce qui n'est pas le cas avec un entraîneur directif qu'il faut suivre coûte que coûte. C'est cette liberté qui nous oblige à nous responsabiliser. Plus loin, j'ai entouré en rouge, ceci a un très gros effet sur la cohésion de l'équipe. Et enfin, ce qui est à la fin, nous avons également à cœur de transmettre cette culture aux nouvelles générations. Donc on voit que malgré les tempêtes, ces joueurs sont dans une espèce de sérénité. Chacun assumant ses responsabilités. Et on l'a vu au précédent championnat du monde, où à chaque fois pas les derniers championnats d'Europe, où l'équipe a été très mauvaise. Une équipe en mutation, on verra ce qui va se jouer aux Jeux Olympiques. Je vous rappelle qu'ils ont été champions du monde après avoir été très rapidement éliminés de la précédente Coupe d'Europe. C'est exactement la même chose. Donc, il y a une espèce de cohésion, et on a vu donc dans les matchs de la précédente Coupe du Monde, c'est que quoi qu'il puisse arriver sur le terrain, l'équipe se ressource en permanence. L'équipe se réorganise en permanence. Et il n'y a pas, même lorsque Karabatic ou quelques-uns ne sont pas là, il n'y a pas de temps mort. L'équipe continue à fonctionner. Si l'équipe continue à fonctionner, bien sûr, il y a des individualités, mais il y a une cohésion que l'on appelle la cohésion sociale et qui est tout à fait fondamentale. Et cette cohésion sociale, c'est celle qu'a mis en œuvre le coach, c'est-à-dire l'entraîneur. Alors, style directif, tout ça pour vous dire que ne vous dites pas Onesta est participatif, je vais être participatif. Parce que je peux vous dire que Costantini était directif. Et auquel cas, vous allez devenir directif. Alors,
Constantini dit ceci: j'ai fonctionné pendant 15 ans au centre, c'est-à-dire que c'était moi qui disais tout ce qu'il fallait faire, c'est moi qui faisais les évaluations, c'est moi qui faisais les changements de cap, c'est moi, je venais interroger les joueurs, et ainsi de suite. Donc, voilà l'individu très, très directif. Mais, et ça je l'ai rencontré chez plusieurs, notamment chez Serge Fest. Serge Fest, c'est un coach du judo qui totalise près de 30 médailles olympiques. C'est assez invraisemblable. Le psy, il ne faut pas lui en parler. Et il a été formé à la méthode de Okano, c'est-à-dire le fondateur quasiment du judo moderne au Japon. Et il se rappelle que quand il a été chez Okano en tant qu'athlète, il se rappelle de ce qui s'était passé. Et on ne faisait pas dans le psy. Et c'était vraiment extrêmement, extrêmement dur. Et c'est ce qu'il a mis en place. Mais il y a derrière l'homme des valeurs énormes. Il y a, chez les directifs comme chez les participatifs, on retrouve deux choses. La première, c'est d'être toujours juste dans les décisions. La deuxième, c'est d'avoir dans l'équipe au moins une personne qui va servir de relais et qui va être capable de temporiser. Et ils vont utiliser cette personne qui temporise de manière en permanence à maintenir le contact étroit malgré leur système de coaching. Mais, j'ai dit capacité de se mettre en cause, de se remettre en cause. Daniel Constantini, après son échec au JO, dit « Et puis un jour, je me suis aperçu qu'on pouvait fonctionner complètement différemment. Un coach qui accepte de se mettre en soutien à la périphérie, il peut être d'autant plus efficace parce qu'il ne va pas s'exposer à des moments où, à la limite, il n'a pas besoin de le faire. » Daniel Constantini, à la suite de son échec, il s'est remis en cause. Il n'a pas envoyé ses athlètes voir un psy. Il a été voir un accompagnateur psychologique pour essayer de comprendre comment il fonctionnait. À partir de ça, il rappelle, alors son travail psychologique dure 8 à 9 mois. Capacité de se remettre en cause, il appelle ses joueurs le 23 décembre pour un stage préparatoire à un championnat. C'est terrible. Il ne se met pas comme il le fait d'habitude, il se met à l'extérieur. Les joueurs attendent, les barjots, et il leur dit textuellement ceci: l'entraîneur que vous avez connu est mort, et c'est vous qui l'avez tué. À partir de maintenant, nous allons changer la donne. Alors, bien entendu, Daniel va continuer à avoir cette directivité, mais il va changer ses rapports. Il va totalement changer et il va devenir un entraîneur participatif, pas délégatif, ce qu'est le cas de Claude Onesta. Alors maintenant, on n'a pas n'importe quel type de coaching avec n'importe quel joueur. Parce que un coach, c'est quelqu'un qui est en relation avec des individus. Et ce qui est important, c'est de savoir ce que les individus attendent de l'autorité ou de la non-autorité. Alors, d'une manière générale, les joueurs experts attendent d'un coach qui soit directif. Les joueuses, toutes les féminines que j'ai eues, pas seulement en football ou dans les sports collectifs, les femmes expertes attendent des coachs qui soient plus participatifs et emphatiques. Ce qui veut dire que le coaching de Bruno Billy, qui était un coaching extrêmement empathique et qu'on lui a reproché terriblement, parce que ce qu'on lui a reproché, c'est essentiellement son mode de coaching. Et pourquoi ? Parce que si Bruno Bini avait raison, tous les autres ont tort. Mais ça manque totalement de jugeote. Bruno Bini s'adressait à des femmes qui ont une psychologie qui n'est pas la même que la nôtre.
La parité ne commence pas à l'uniformité. Et je pense que le mode de coaching de Bruno Bini n'aurait jamais pu marcher avec des hommes. Et certainement pas en football. Mais il pouvait marcher en football féminin, et ça a bien fonctionné pendant de très très nombreuses années. Alors, maintenant, comprendre ces joueurs. Oula. Oui, allez-y. Alors, il faut d'abord instaurer un climat de confiance. Extrêmement difficile. Voilà ce que dit Vikash Dorasso, qui est très représentatif. Pour passer les étapes jusqu'au plus haut niveau, j'allais devoir devenir dur, très dur, résister au stress, ne jamais montrer une forme quelconque de faiblesse qui pourrait faire douter l'entraîneur de mes capacités, dissimuler une douleur physique qui allait devenir une sorte de compagne pendant toutes les années, ne rien partager non plus avec des coéquipiers qui étaient comme moi prêts à tout pour atteindre leurs objectifs. Et ça, c'est le lot de tous les joueurs d'un haut niveau. Allez demander à un Zlatan qui se confie parce qu'il a un bobo quelque part. Mais combien vont vouloir sa peau? Donc, il ne peut pas se permettre. Et alors là, on est dans des systèmes où à la fois le coach ne peut pas se livrer et le joueur ne peut pas se livrer non plus. Suivant. Alors, créer le bon climat, je vais passer là, mais va consister à permettre aux joueurs de s'exprimer jusqu'à un certain niveau, parce que il est bon à un moment que le coach soit aidé par un accompagnateur mental. Petite statistique sauvage, parce qu'elle repose sur peu. Lorsque j'ai fait ma première enquête, c'était en 2007-2008, il y avait environ 30% des athlètes français qui étaient accompagnés psychologiquement. La deuxième enquête date de 2012. Sur les 24, il y a 2 athlètes français qui ne sont pas accompagnés. Et chose plus intéressante, sur les 24 coachs, il y en a 3 qui ne sont pas accompagnés. C'est-à-dire 3 qui, à aucun moment dans leur activité, vont avoir besoin d'une aide. Alors, pour instaurer le bon climat, il faut une bonne relation, il faut partager les buts, et il faut être complémentaire. Et pour cela, il faut que les rôles soient bien définis. Non seulement entre le coach qui prend les décisions et les joueurs qui sont impliqués, mais qui ne prennent pas la décision, mais à l'intérieur du groupe des joueurs eux-mêmes. Alors, installer l'empathie. L'empathie, c'est une espèce de fluide qui fait que l'on accepte ou que l'on n'accepte pas, que l'on rentre en relation ou non avec l'autre. Il y a donc une intelligence émotionnelle qui doit permettre aux individus de fonctionner entre eux. Un célèbre coach dit de ses joueurs, je crois que c'est très bon, lorsque les joueurs disent « ils croient en moi », et que ceux-ci se disent « le coach croit en nous », l'établi peut s'introduire. Cette personne-là, Sophia Jovette, a fait la chose suivante. Elle a entraîné, elle a filmé des matchs, des entraînements. Une fois que l'entraînement a été fait, elle a présenté la vidéo de l'entraînement. Elle a demandé aux joueurs de commenter les décisions du coach et les sentiments du coach. Et elle a demandé au coach de commenter ce que faisaient les joueurs et les sentiments éprouvés par les joueurs. À la suite de cela, elle se rend compte que l'empathie va augmenter. Et l'empathie augmentant, ça a pour effet de diminuer les tensions à l'intérieur du groupe. Donc vous voyez toute l'importance qu'il faut donner aux séances de débriefing, qui sont celles où, précisément parce que l'on a gagné, mais plus encore parce que l'on a perdu, permettent d'aller au fond des choses. Et le fond des choses, c'est quelle est la fibre qui amène chacun à faire ce qu'il fait sur le terrain. Alors,
Dernière chose, parce que le temps passe, si vous voulez avancer, vous ne pouvez pas faire autrement que de comprendre ce qui fait bouger vos joueurs. Et là encore, on retombe sur ce que j'ai évoqué précédemment. Il y a des joueurs qui sont animés essentiellement par des motivations intrinsèques, c'est-à-dire progresser, c'est-à-dire s'impliquer dans l'activité, et la compétence est ressentie par rapport à eux-mêmes. Ça ne veut pas dire qu'ils ne veulent pas battre les autres, mais le gradient qui permet de s'évaluer, c'est eux-mêmes. Et chaque victoire remportée est d'abord une victoire sur eux-mêmes. C'est typiquement le cas d'Alain Bogossian, qui a été champion du monde. Aller de l'avant, il dit ceci, aller de l'avant, s'entraîner pour progresser, ça a été mon moteur. Si on donne le meilleur de soi-même, il n'y a pas de honte à avoir perdu. L'important est de pouvoir se dire, j'ai donné le meilleur de moi-même, donc pas de regret. Il y a des joueurs qui, eux, vont privilégier cette motivation dite extrinsèque, c'est-à-dire, ce que je disais précédemment, vont rechercher une satisfaction de l'ego, des profits matériels ou symboliques, et la compétence, elle va être évaluée par rapport à autrui. Alors, bon côté des choses, ce sont des bêtes de compétition. Mauvais côté des choses, ils sont extrêmement fragiles, très fragiles. C'est le cas d'un Bruno Martini. Bruno Martini, champion du monde de handball, goal, dit ceci, je ne faisais pas du sport pour le plaisir, je le faisais pour autre chose, pour réussir. Et réussir, c'était être le meilleur en handball ou dans un autre sport. Bien, j'ai essayé de décortiquer avec Bruno pourquoi il dit « je faisais », puisque Bruno, à un moment donné, a changé. Et Bruno a changé grâce à un coach directif mais capable d'empathie, qui était Daniel Costantini. Et donc, il s'est passé à un moment donné quelque chose qui fait que Bruno a pu passer de l'autre côté et changer de point de vue. Et je me suis rendu compte de ceci, incidemment, en lui demandant quel était son rapport au stress. Et il me dit qu'il a terriblement stressé jusqu'à un moment donné. Et je lui dis, mais qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là ? Il m'explique ce qui s'est passé. On se revoit quelque temps après. Je lui dis, est-ce que vous aviez une relation filiale avec Daniel Costantini? Il me dit oui. Autrement dit, le rapport avec le coach qu'il a investi de sa confiance a fait changer l'athlète. Au point qu'il change son rapport à l'activité et qu'il devienne enfin le grand champion qu'il a été. Tout ça pour vous dire que, à la fois que, quel que soit l'âge de vos joueurs, les joueurs sont à la fois en une situation d'affrontement parce que vous représentez l'autorité et d'une espèce de soumission à cette autorité. Et que beaucoup de joueurs, notamment les plus jeunes, vont rechercher chez le coach, chez l'entraîneur, une espèce de rapport filial. D'où l'importance de la façon dont vous allez vous prendre pour l'orienter correctement par rapport à ses idéaux et ses motivations. Alors, je vais passer cela. Alors, on va en rester là, puisque j'ai... Oui, c'est bon. Alors, tout ce que je voulais, ce à quoi je voulais vous amener, c'est que je mène maintenant depuis un peu plus de 10 ans une recherche non seulement dans le domaine du sport, mais dans d'autres domaines, notamment, enfin dans d'autres domaines, toujours avec des gens exceptionnels, c'est-à-dire des numéros 1 dans le monde, pas forcément dans le sport. Et quels que soient les individus,
il y a un certain nombre de constantes, qui sont celles-là. Les joueurs motivés, alors j'ai dit les joueurs, mais on aurait pu prendre ça pour pas mal d'activités, mais restons dans le cadre du football. Les joueurs motivés intrinsèquement, comparés aux autres, sont plus à l'abri du stress. C'est-à-dire que chez eux, lorsque l'on demande de parler de la pression, chez eux, la pression est positive. La pression est quelque chose de absolument nécessaire. Ils s'auto-suggestionnent pour faire monter la pression. Mais quelle pression ils sont capables de canaliser. Deuxièmement, ils sont moins sujets au découragement. C'est-à-dire ils sont plus tenaces. Ils assument mieux leurs échecs. Pour eux, les échecs sont des retours d'expérience. C'est-à-dire qu'ils rebondissent après un échec et ils ont une plus grande longévité de pratique. Écoutez, on va en rester là pour garder un peu de temps pour les questions. Vous trouverez tout ça là-dedans. Quelques-uns m'ont demandé d'en amener. Je les tiens à votre disposition. Et voilà. Donc, je vous remercie et puis j'attends vos questions.